Souvent, pour gagner les élections, on fait des choses qui ne sont pas forcément conformes à l'intérêt public. Du Rebsamen dans le texte, un socialiste ami de François Hollande qui a décidé d'exercer sa liberté de parole, mais ce rôle d'aiguillon est-il vraiment utile? N'a-t-il pas un peu de rancune d'avoir été si proche du candidat Hollande sans être nommé ministre? Et que pense-t-il de son ami depuis qu'il est à l'Élysée? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un poids lourd du PS, longtemps resté dans l'ombre. François Rebsamen, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau du président de groupe socialiste au Sénat, mais vous êtes aussi maire de Dijon, fonction à laquelle vous tenez beaucoup, et membre de la garde rapprochée de François Hollande, que vous avez accompagné des années, notamment en tant que numéro 2 du PS. Donc ça fait 3 casquettes, 3 raisons d'intervenir dans les médias, notamment. Si on devait n'en retenir qu'une pour vous présenter, par exemple pour mettre en bas de votre synthé, où on n'a pas toujours beaucoup de place d'écrire les fonctions des invités, vous choisiriez laquelle? De formule? Oui, voilà. Je dirais que je parle uniquement quand c'est nécessaire. D'accord. Voilà. Quelle que soit la casquette. Quelle que soit la casquette. D'accord. Et vous jonglez avec ces différentes casquettes? Est-ce qu'on va y revenir dans l'émission? Non, ça se complète. Il y a une fonction nationale ici au Sénat, incontestablement. Et puis, j'ai ce que j'apprécie, l'attachement local, la vie d'une ville, un rôle de bâtisseur, de proximité. Enfin, c'est un mandat passionnant. C'est le plus beau des mandats, de toute façon. Vous dites que quand c'est nécessaire. Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce que d'autres parlent quand c'est pas nécessaire, ou parce qu'on a pu vous dire parfois que vous parliez quand c'était pas nécessaire? Ah non, je dis ça parce que je pense que d'autres parlent des fois alors qu'ils n'ont pas forcément des choses passionnantes à dire. D'accord. Voilà. Sans plus. Bon, on verra plus loin dans l'émission peut-être à qui vous faites allusion. Alors aujourd'hui, on vous entend beaucoup, on vous voit beaucoup dans les médias, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, vous étiez un personnage important au sein du Parti socialiste, mais peut-être plutôt dans l'ombre. Alors pourquoi ça a changé? C'est vous qui avez changé d'attitude, ou c'est la fonction qui a changé? C'est la fonction qui a changé. Moi, j'étais numéro 2 du PS. Je faisais le travail que j'avais à faire. On me voyait beaucoup à Dijon, ça c'est clair, parce que j'avais des choses passionnantes à dire, mais je ne pensais pas nécessaire. Vous savez, quand vous êtes le numéro 2 d'un parti, on est plutôt fondu dans un collectif, on fait le travail, on organise, on prépare, on soutient, mais bon, on n'a pas forcément une visibilité médiatique que je ne recherchais pas automatiquement. Alors, avant de revenir au moment plus actuel de vos prises de position, notamment sur des cafouillages gouvernementaux qui ont fait beaucoup parler de vous, on va revenir d'abord pour se rendre compte du rôle que vous jouiez sur des moments plus historiques, quelques moments clés de l'histoire récente du PS. On va voir que vous êtes souvent sur la photo, à côté de François Hollande, à côté de Ségolène Royal, des moments qui sont commentés par le journaliste du Monde, David Revaud-Dallon. Alors, ça commence en 2004, après l'imposante victoire du PS au régional, PS emmené par François Hollande. Je vous montre. Car la victoire du 28 mars dernier a changé la donne. Longtemps sous-estimé dans son propre parti, le premier secrétaire du PS est devenu aujourd'hui incontournable. Moi, j'ai le sentiment depuis longtemps que c'est l'un des meilleurs d'entre nous, qu'il est capable de rassembler, qu'il a cette force de conviction et cette sincérité que les Français attendent aujourd'hui. Voilà, l'un des meilleurs d'entre nous, dit Rebsamen en 2004. Mais en 2006, quand la présidentielle approche, on a l'impression qu'il hésite. J'apprécie Ségolène Royal, la femme politique, femme publique, les idées qu'elle défend, je l'estime. Et je travaille avec François Hollande et tout va bien. Et l'heure n'est pas celui du choix. Voilà, alors l'heure du choix n'est pas encore arrivée en avril, mais elle arrive en août, fin août 2006. Alors vous êtes maire de Dijon, numéro 2 du Parti socialiste. Ce matin encore, vous affirmez que c'est Ségolène Royal qui est la mieux placée et vous demandez même à Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang de retirer leur candidature. Alors dites-moi, c'est un souhait ou c'est une exigence?
Non, je ne me permettrai pas de formuler ainsi une exigence. Les candidatures, toutes les candidatures sont légitimes, mais je pense que moins il y a de candidatures, et plus ça sera facile de rassembler les socialistes. Donc j'invite durant le mois de septembre le premier secrétaire, François Hollande, à prendre des initiatives pour qu'on ait une réflexion collective, afin qu'on voit s'il ne peut pas y avoir déjà un rassemblement qui s'opère. Vos extraits le montrent très bien. Il y a eu différentes étapes. Au début, il est hollandais pur sucre. 2004, l'extrait que vous montrez, c'est les européennes. C'est une phase où François Hollande lance sa propre petite entreprise politique. François Hollande, il est à la tête du Parti socialiste, il n'a plus la tutelle de Jospin, et il commence à construire effectivement sa propre destinée présidentielle pour la présidentielle de 2007. Et à côté de lui, il a quelques amis fidèles, et dont François Rebsamen, qui est une pièce maîtresse à l'époque du dispositif hollandais. C'est le numéro 2 du parti, il est secrétaire aux fédérations, donc c'est un poste extrêmement important puisqu'en gros il s'agit du contrôle de l'appareil. Et puis petit à petit, on le voit évoluer. Deuxième extrait, ségoleno-hollandais. Il se situe à mi-chemin entre les deux conjoints qui sont encore conjoints à l'époque. Et enfin, dernier extrait, il joue carrément la première gâchette de Madame Royale puisqu'il demande aux concurrents de l'époque, Jack Lang et Dominique Strauss-Kahn, de se retirer. Donc effectivement, il y a eu un basculement, il y a eu un changement de candidat, de poulain, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que François Rebsamen représente finalement le cœur du Parti socialiste pour lequel seule la victoire est belle, et qu'à partir du moment où Ségolène Royal présente plus de garanties, plus de chances de battre Nicolas Sarkozy, tout l'appareil a basculé, et François Rebsamen avec lui, alors même qu'il s'agissait d'un des plus proches de François Hollande. François Rebsamen, numéro 2 du Parti socialiste, a clairement demandé au présidentiable masculin de se ranger derrière Ségolène Royal. De quoi agacer des éléphants en campagne. Je serai candidat, je l'ai dit, il n'y a pas à revenir là-dessus 20 fois. Est-ce que vous voulez qu'on parle des sujets sérieux? Par exemple, le désistement. Mais derrière les sourires de façade, les divisions s'accentuent. François Hollande, invisible ce soir devant les caméras, a pourtant mené ce bureau national. Il a dépêché son directeur de cabinet pour rappeler quelques règles de bonne conduite socialiste. Chacun peut donc exprimer ses préférences. Les conditions de cette expression sont le respect des personnes, le refus du dénigrement, de la dévalorisation, de l'abaissement ou de la disqualification. Et là, donc à ce moment-là, cette fin août 2006, Stéphane Le Foll pense que François Hollande peut encore être candidat, et donc c'est pour ça qu'il prend très mal la position de... Absolument, François Hollande est quand même assez isolé à ce moment-là, puisqu'il y a une grande partie de ses amis qui ont senti le vent tourner, et donc il fait partie des irréductibles qui, lui, évidemment, continuent à croire en les chances de François Hollande et n'apprécie guère que certains de ses amis et fait un autre choix. Et alors la question qu'on se pose, c'est quelles conséquences aujourd'hui pour François Rebsamen, parce que qui a posteriori a peut-être fait un mauvais choix à l'époque. Dans ce genre de circonstances, on ne prononce pas un bannissement à vie pour quelqu'un qui a pu avoir un écart de conduite à un moment ou un autre. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose était un petit peu rompu dans la confiance et qu'il n'a forcément pas, François Hollande, la même confiance à l'égard d'un Le Foll qu'à l'égard aujourd'hui d'un Rebsamen. Alors, pendant l'extrait, vous disiez « il se trompe ». Alors, qui se trompe et sur quoi? Il se trompe sur un point précis. C'est de la petite histoire, mais si je ne le regrette pas, si j'ai été en soutien de Ségolène Royal et en directeur de campagne, c'est parce que François Hollande me l'avait demandé. Oui, alors vous avez écrit un livre d'ailleurs où vous racontiez la campagne de 2007 et il vous a dit il faut l'aider, c'est ça? Oui, va l'aider, va l'aider. Va l'aider. Va l'aider. Moi, je lui ai dit, à l'époque, je lui ai dit c'est toi qui dois être le directeur de campagne de Ségolène Royal. Il m'a dit non, ça ne peut être que toi. Donc, voilà. Oui, a posteriori, ça n'aurait pas été facile vu leur relation. Oui. Je n'étais pas au courant et je ne m'occupe pas des affaires familiales des uns et des autres. Mais effectivement, ça n'aurait peut-être pas été facile, mais je parlais institutionnellement au premier secrétaire d'être le directeur de la campagne. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc, vu que j'étais le numéro 2, il m'a dit, c'est à toi de le faire. D'accord, mais s'il vous a dit ça peut-être au début, peut-être qu'au bout d'un moment, il est peut-être un petit peu regretté. Des fois, on encourage ses amis à aller aider. Dès le mois de février, il m'a dit... 2006. 2006. Dès le mois de février 2006... je l'avais alerté un an avant en lui disant attention, Ségolène Royal est en train de gagner l'estime de nombreux militants et François l'avait encouragé. Il est assez compliqué et assez complexe comme homme.
Oui, mais alors, oui, mais complexe, compliqué, mais peut-être qu'après coup, on voit d'ailleurs Stéphane Le Foll qui n'a pas l'air enchanté de votre prise de position. Non, parce que ça a été notamment vis-à-vis de Stéphane Le Foll, parce que François ne lui avait pas dit ce qu'il m'avait dit. Donc, il n'était pas au courant. Oui, alors on est les meilleurs amis, on l'est encore, on l'est demeuré, heureusement, avec Stéphane Le Foll, il n'y a aucun problème, mais il y a eu ce moment politique où, moi, je lui ai dit un an avant, prépare-toi, parce que sinon, ça sera Ségolène Royal. Dès 2004, j'avais dit que ça allait être le meilleur candidat pour nous. On l'a vu d'ailleurs dans l'extrait, les voilà, images. J'avais même lancé un appel pour lui déjà, les autres m'en avaient beaucoup voulu. Et finalement, il n'y a que pour Dominique Strauss-Kahn où j'avais totalement raison. Hein. Mais, qui devait retirer sa candidature, mais c'était en 2006, voilà. là. Oui, vous aviez... Oui, il avait eu une méchanceté à mon endroit, d'ailleurs, il avait dit qui c'est François Rebsamen je ne vais pas avoir de cruauté aujourd'hui. D'accord. Alors, tous ces conseils que vous aviez, on va voir dans l'émission, vous donnez souvent des conseils que vous n'avez pas forcément toujours écoutés. Il ne vous a pas du tout écouté. Alors, à cette époque-là, François Hollande, il ne se sentait pas... Il m'a donné comme explication que le référendum européen, l'échec au référendum européen, lui avait retiré ses chances dans la campagne pour la campagne présidentielle. Et puis, vrai ou faux, lui seul le sait. Il a trouvé une explication politique. D'accord, parce que lui soutenait lui, le PS soutenait lui, et c'est le nom qui était passé, je rappelle, voilà, à ce fameux référendum de 2005. Alors, concernant la manière de faire... Ségolène aussi, elle soutenait lui. Oui, elle soutenait lui. Tout le monde soutenait lui au Parti Socialiste, sauf Laurent Fabius, enfin, parmi les ténors. Voilà, comme quoi. Quand on voit cette déclaration que vous faites en 2006, c'est assez intéressant, puis on voit que c'est un peu votre marque de fabrique, en fait, souvent. Là, vous allez dans les médias conseiller à François Hollande d'opérer comme ça un rassemblement. Alors on se dit, est-ce que vous y croyez vraiment que des candidats peuvent se désister, ou alors c'est une tactique comme ça de prendre les médias à témoin? Non, non, j'y crois vraiment. D'ailleurs, je l'ai fait pour Lionel Jospin. Un peu plus tard, il y a un extrait, c'était à la radio, et l'après-midi, il se retirait. Alors... est-ce que je l'ai influencé à ce point-là? Je ne veux pas m'attribuer ces mérites-là. Mais j'ai pris l'habitude de dire ce que je pense. Et je pense que c'est bien mieux de dire ce qu'on pense. Des fois, ça peut déranger. Ah oui, là, on voit, ça avait mis une jolie pagaille. Hein. Oui, mais en réalité, Lang et Dominique Strauss-Kahn, ils n'avaient rien à faire là. Donc, voilà, à part la division. Donc... D'accord, évidemment. Bon, on va dire ils sont après, donc là on était en 2007. Cela dit, après, DSK est un nouveau candidat, on s'en souvient pour le coup, jusqu'en mai 2011. Et là, vous aussi, vous êtes un petit peu, vous ne soutenez officiellement personne pendant pas mal de temps. Hein, voilà, vous attendez que ça se décante, hein, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Et puis vous déclarez officiellement votre soutien à François Hollande le 11 mai. 3 jours avant la fameuse affaire du Sofitel qui fera chuter DSK. Là, vous avez une intuition? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça faisait longtemps que j'étais avec François Hollande. Simplement, mais vous n'aviez pas de soutien? Oui, je n'avais pas exprimé publiquement le soutien. Mais ça faisait plus d'un an que j'étais rentré au Bercail avec lui. Et j'ai voulu le faire pour que ça lui serve médiatiquement. C'est-à-dire que j'ai attendu un moment particulier. Pas de chance et chance. Je l'ai fait le jour où arrivait l'affaire du Sofitel pour Dominique Strauss-Kahn dans le JDD. Oui. Et le matin même, c'est sorti ce jour-là. Vous l'auriez fait le lendemain, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Oui. Bah oui, parce qu'alors du coup, cette image que vous avez du un peu moins hollandais que les autres, proche de lui, mais un peu moins que Stéphane Le Foll, peut-être un peu plus hésitant. Je pense que Stéphane Le Foll a été le dernier soutien quand François Hollande était dans la difficulté. Non pas que j'ai toujours gardé des relations, mais il y a eu une période, effectivement, après l'échec de Ségolène, où avec François Hollande, on a eu des relations un peu plus distantes. On ne s'appelait plus tous les dimanches matins pour faire le point, ou 3 fois par semaine pour faire le point. Et qu'est-ce qui avait introduit cette distance? Le fait que je considérais qu'il devait quitter la tête du Parti Socialiste. Ah bon? Pourquoi? Parce que je pensais que c'était néfaste pour lui. Et donc, voilà, peut-être... ce qu'il a fait, mais un an et demi plus tard. Ce qu'il a fait un an et demi plus tard, voilà. C'était peut-être un peu tôt, mais enfin, c'est comme ça. Donc, vu que j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je lui avais dit ça aussi. Et c'était quitter la tête du PS pour se préparer dans une perspective de présidentielle? Je pensais qu'il avait besoin de faire une traversée du désert, oui. D'accord. Il l'a faite, d'ailleurs. Je pense qu'il fallait qu'il se retrouve un peu seul, hors de l'appareil, qui était en train de l'étouffer complètement, quoi. C'est terrible d'être à la tête d'un parti pendant si longtemps, c'est très compliqué, c'est très usant, il faut gérer, c'est un peu comme dans un groupe important au Sénat, il faut gérer les égos,
Vous êtes un peu usé alors, c'est ça le message? Au Parti Socialiste, oui. J'ai laissé beaucoup d'énergie. D'accord, en tant que numéro 2 et en tant que groupe... Au groupe, ça va, j'arrive, ça fait 2 ans. Donc, ça fait que 2 ans, j'ai encore plein de temps, plein d'énergie. Alors, vous le dites, hein, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, quitte parfois à mettre un peu la pagaille. Alors, on l'a vu pour les histoires plus internes au PS. C'est vrai aussi parfois pour des propositions de fond. Alors, il y en a une qui restera. On est en 2012, à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Vous êtes alors chargé des questions de sécurité dans l'équipe du candidat Hollande. Vous êtes prétendant légitime au poste de ministre de l'Intérieur. Et là, vous faites une proposition qui n'est pas dans le programme du candidat. On va l'entendre, suivi de la suite du commentaire de David Revaud-Dallon. Puis il y aura la réaction de François Hollande aussi. C'est gentil de faire l'actualité le jour où vous venez nous voir. Vous avez proposé hier soir, lors d'un meeting à Dijon, de transformer le délit de consommation de cannabis en contravention, donc quelque chose de moins grave. Et ce matin, sur Europe 1, Nicolas Sarkozy vous a traité d'irresponsable. Oui, j'ai repris en réalité une proposition que sûrement Nicolas Sarkozy avait oubliée, qu'il avait faite en 2007. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 140 000 personnes qui sont arrêtées chaque année en train de fumer du cannabis pour leur consommation personnelle. Et cela donne 25 000 condamnations. Donc il y a à peu près 110 000 poursuites qui tombent, mais qui font faire beaucoup de paperasse et des gens qui ne sont pas condamnés. Et donc j'ai proposé, comme il l'avait fait en 2007, j'ai proposé qu'il y ait une contravention pour tout le monde. Comme ça, c'est une pénalisation effective pour tout consommateur de cannabis. Cette proposition de François Rebsamen n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été avancée par Nicolas Sarkozy en 2007. Je ne la reprendrai pas, pour des raisons qui tiennent à la nécessité de l'interdit, qui ne doit pas être affaibli. Alors, vous qui connaissez bien François Hollande, est-ce que là, il y a un truc qui est en train de se jouer? Là, est-ce qu'il est énervé par cette proposition? Est-ce que Rebsamen a commis une gaffe? Au moment où François Rebsamen formule cette proposition, nous sommes le 19 avril. Vraisemblablement, François Hollande sait à cet instant qui il va placer au ministère de l'Intérieur, puisqu'une compétition sourde et discrète, mais qui n'a échappé à personne, oppose bien sûr François Rebsamen et Manuel Valls pour la place Beauvau. À ce moment-là, je pense que François Hollande a choisi. Évidemment, pour répondre à votre question, c'est une gaffe. Un postulant au ministère de l'Intérieur, un responsable des dossiers de sécurité dans l'équipe d'un candidat à la présidentielle, qui à l'époque semble plutôt bien parti pour gagner, c'est une inévitable bourde. C'est une erreur politique, c'est une faute de campagne, évidemment. La deuxième chose, c'est finalement les motivations de cette expression de François Rebsamen. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il fait cette sortie? Je pense que sur le fond, sa proposition est tout à fait valable. Simplement, du point de vue psychologique, ça montre quand même que quand on est candidat au ministère de l'Intérieur et que 2 semaines avant le premier tour, ou 1 semaine avant le premier tour, on se lance dans cette proposition-là qui pourrait représenter la ligne traditionnellement laxiste, angéliste de la gauche à l'égard des problèmes de sécurité et donc de la drogue, qui ne correspond pas du tout à la ligne de François Rebsamen, qui est extrêmement plutôt sécuritaire au sein du Parti socialiste sur ces questions. On peut avancer l'hypothèse, allons, d'un acte manqué ou d'une forme, non pas de suicide, parce que le mot serait trop fort, suicide politique dans cette optique-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Voilà, quelque chose de l'ordre de l'inconscient, dit-il. Que pensez-vous de cette hypothèse formulée a posteriori? C'est dommage que David Revaud-Dallon ne m'ait pas suivi pendant toute la campagne que je faisais pour François Hollande au titre Il suivait la campagne, de la sécurité. Oui, je suivais François Hollande, mais c'est dommage parce que j'ai dû faire à peu près 60 réunions où j'ai répété exactement la même proposition et la même formule, que j'avais d'ailleurs donnée à François Hollande lors de la primaire entre les différents candidats, et qu'il avait accepté à l'époque, bien évidemment. Ah, et qui refuse là? Et qu'il refuse parce que 3 jours avant, elle sort sous la forme d'une dépêche AFP qui sort à ce moment-là. Mais ça faisait une 50aine de réunions où je déployais cela. Donc vous vous sentiez en phase avec François Hollande là-dessus, puisqu'il avait accepté, mais qu'elle n'était pas dans le programme. Bien sûr, bien sûr. Elle n'était pas dans le programme parce que c'était l'organisation de la police. Bon, alors, la vérité, c'est que j'ai entendu avant-hier
où il y a 4-5 jours, Manuel Valls faire qui fait la même proposition. La même proposition. Effectivement, Manuel Valls a fait la même proposition. Après, on peut dire que le timing est différent. Ce que souligne David Revaud-Dallon, mais après, il y a peut-être aussi un phénomène de campagne, puisque vous dites cette proposition, vous l'aviez faite bien avant. Mais là, à 3 jours du premier tour, à Marseille, partout, elle était acclamée partout où je la faisais. Parce que la vérité, c'est que cette mesure, elle rompt avec l'hypocrisie française. Alors, et Nicolas Sarkozy lui-même l'avait faite, d'ailleurs, vous vous rappelez. Oui, bien sûr, elle rompt avec l'hypocrisie française et surtout, elle a le souci d'efficacité pour l'utilisation des forces de l'ordre. Donc, est-ce qu'on peut rompre à 4 jours après une dépêche AFP? Visiblement, non. Est-ce que François Hollande avait choisi qui serait ministre de l'Intérieur? Moi, je ne le pense pas. Est-ce que ça a pu le faire changer? Peut-être, je n'en sais rien. Je n'en ai pas discuté avec lui. Il m'a fait d'autres propositions que l'Intérieur. On va y revenir, mais en tout cas, c'est très intéressant ce que vous racontez sur le phénomène médiatique et de dynamique d'une campagne, parce que là, on voit que c'est une proposition que vous aviez faite depuis longtemps. Vous étiez en phase avec François Hollande. Ça arrive dans l'actualité, effectivement. La plupart, on a entendu parler 3 jours avant le premier tour, ceux qui ne vous avaient pas suivi bien dans sûr, tous bien vos sûr, meetings. bien sûr, bien sûr. Et là, François Hollande prend le contre-pied, on l'a vu. Oui, bien sûr. Et du coup, vous vous retrouvez complètement pris, il avait dit la même chose à la primaire. Il avait dit qu'il faut changer la loi de 1900. Je sais très bien ce qu'il avait dit, puisque j'avais rédigé la phrase avec lui. Il faut changer la loi de 1970, mais je ne veux pas la levée de l'interdit. La vérité, c'est que la contraventionnalisation ça reste interdit. Qui va venir un jour n'est pas la levée de l'interdit. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi sur François Hollande, parce qu'on imagine que vous devez tomber des nues, enfin vous tombez de l'armoire, quand une proposition que vous lui faites pendant des mois et des mois, qui paraît acceptée tout à coup est rejetée, on se dit mais alors qu'est-ce qui se passe? Il fonctionne souvent comme ça? C'est lui qui est candidat. Non, mais c'est lui qui est candidat. On est à 4 jours du premier tour. C'est plus serré qu'il ne le pense. La dépêche de l'AFP a fait rebondir, pas longtemps, mais a fait rebondir à ce moment-là Nicolas Sarkozy. Et c'est ça qui, François a été obligé de réaffirmer, je ne suis pas pour la levée de l'interdit. Voilà, pour bien marquer sa différence avec Nicolas Sarkozy. Et quelles leçons vous en tirez? J'en tire que souvent, pour gagner les élections, on fait des choses qui ne sont pas forcément conformes à l'intérêt public. Voilà ce que j'en pense, c'est-à-dire que... Et vous le déplorez ou c'est une règle, il faut faire comme ça? Oui, je pense que... Enfin, je le déplore parce que je déplore tout ce qui est hypocrisie en politique, mais la France a beaucoup d'hypocrisie. Si c'était à refaire, justement, vous referiez ce genre de proposition, quitte à pas être dans le bon timing pour gagner l'élection, ou vous vous dites... je pensais quand j'ai fait cette proposition, je pensais sincèrement que cette proposition était la bonne proposition. Voilà, et qu'elle susciterait l'adhésion. Mais elle l'a suscité, puisqu'il y avait deux lignes au sein des primaires entre les candidats. Il y avait la ligne de ceux qui, de manière surprenante, comme Jean-Michel Baillet qui siège avec nous ici, disait il faut légaliser la consommation, évidemment l'usage, la consommation, pas la vente, la revente, etc. Donc, à la limite, levons l'interdit. Et puis d'autres qui disaient, comme Arnaud Montebourg et Manuel Valls, non à la levée de l'interdit. Et moi, j'avais trouvé une voie pour François. Il était content à ce moment-là. Il était content à ce moment-là. Voilà, là, visiblement, il ne l'était plus. Hein. Voilà, il ne l'était plus. C'est dur de satisfaire un candidat. Hein. Bah oui, bon, c'est comme ça. Hein. Alors, c'est vrai que cette histoire de ministre, pas ministre, ça a été un feuilleton qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque donc, lorsque François Hollande est élu, il constitue son gouvernement, et la veille de la constitution du gouvernement, mais vous allez à la radio dire que vous avez fait votre choix, vous ne voulez pas être ministre, alors on va voir les extraits, et puis depuis, vous répétez que ministre, ça ne vous fait pas rêver. Alors c'est tellement surprenant que du coup, on a eu envie de demander au psychanalyste et philosophe Jean-Pierre Winter ce qu'il pensait de tout ça. Je vous montre. Vous attendez, vous n'attendez pas? Moi, je n'attends pas, moi, puisque je suis président du groupe au Sénat, on va avoir du travail, et maire de Dijon. Et François Hollande a posé un principe, l'interdiction de cumuler un exécutif local avec une fonction ministérielle. Donc j'ai choisi et le Sénat, la présidence du groupe et Dijon. Sur cette radio, j'ai annoncé mon choix. Et donc, François Hollande m'a appelé tout de suite après, vers 9h30, et il m'a dit que je n'avais pas le droit de faire ça, qu'il avait une belle proposition de ministère à me faire, que je devais réfléchir et tout. Et je lui ai dit, mais quand j'ai annoncé quelque chose, j'ai annoncé quelque chose. Il y a un principe, c'est mon choix. Il m'a dit, mais c'est pas possible, passe me voir cet après-midi, passe me voir, on est en train de faire cet après-midi le gouvernement avec Jean-Marc Ayrault, viens.
Donc j'étais à l'Élysée. Donc vous y êtes allé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à l'Élysée? Il m'a proposé un ministère, il a élargi le périmètre, il a insisté, et c'était un ministère de l'égalité territoriale, de la décentralisation et des élections, bref, des choses que j'aime beaucoup faire. Et vous auriez préféré l'intérieur ou... Oui, j'aurais préféré l'intérieur, bien sûr, j'aurais préféré l'intérieur, mais le choix aurait été le même parce que la réponse aurait été la même à partir du moment où je ne pouvais pas conserver une fonction exécutive locale. Ce que je relève, c'est d'une part l'esquisse de sourire qu'il a, M. Rebsamen, pour dire qu'il a refusé un grand ministère dont le périmètre aurait été élargi. Et je me disais, quelle satisfaction extraordinaire de pouvoir dire non dans des circonstances celles-là. Ça vous donne une puissance plus grande encore que celle d'accepter. Et dans le même ordre d'idées, mais différemment, je me dis, ou je lui pose la question d'une certaine manière, pourquoi cette indiscipline au nom d'une espèce d'individualisme, certes aussi au service des citoyens, mais enfin... De Dijon. Mais des citoyens de Dijon et de la communauté de Côte d'Or, ça présageait, au moment où ça a été dit, rien de vraiment bon pour la suite des événements. Il donne aussi énormément de détails, ce qui est surprenant sur Hollande qui l'a fait venir, enfin voilà, comment ça s'est passé. Enfin, on a l'impression presque que François Hollande lui a couru après, quoi. C'est ça qui est incroyable. Voilà, ça renforce l'idée, enfin l'idée, le sentiment que j'éprouvais en l'écoutant, qu'il a pris la main. Ça le grandit, mais du coup, ça affaiblit Hollande. On discute beaucoup aujourd'hui des remaniements éventuels, etc. Le nom de François Rebsamen est souvent cité. Et voilà ce qu'il dit, toujours cette question d'être ministre ou pas, sur Canal+. Vous espériez le poste de ministre de l'Intérieur. Est-ce que Manuel Valls est un meilleur flic que vous? C'est un bon flic. Est-ce qu'il est meilleur que vous? Je sais pas, je fais pas la comparaison puisque je ne l'ai pas été. Qui vous a appelé pour vous dire, François, désolé, c'est pas toi, mais c'est Manuel Valls? Personne ne m'a appelé, j'ai dit je ne serai pas ministre. Mais... Comme vous pouvez la faire comme disent les Anglais, my foot. Je suis même passé chez un de vos collègues à 8h du matin sur une radio pour dire je ne serai pas ministre. Et vous le serez quand? Je ne sais pas, je ne vis pas ma vie pour être ministre. Ah, c'est pas mal quand même. Moi, j'ai connu les cabinets ministériels, donc je sais à peu près ce que c'est, et je suis très bien comme président de groupe au Sénat. Bah oui. Mais quand même, c'est pas mal, ministre. C'est pas si bien que ça. Oh, mais non. Je ne vous crois pas. Voilà, donc son nom circule, mais lui, du moins à l'entendre, finalement, mais veut de moins en moins être ministre, en fait. Je crois qu'il dissimule assez mal une certaine aigreur du fait de n'avoir pas eu le poste de ministre de l'Intérieur. Pourquoi vous avez fait... Parce qu'il y a un peu trop de dénégation, quoi. Il le répète un peu trop, quoi. Il le répète un peu trop pour qu'on y croie. Bon, mais ce qui est sympathique, c'est que il maintient quand même un certain humour pour dire tout ça, et que donc il apparaît pas, je pense à juste titre, comme assoiffé de pouvoir. Mais ce ne serait pas le premier homme politique à dire « je ne veux pas de ce qu'on ne lui propose pas » pour accepter ensuite ce qu'on lui proposera. Voilà, vous répétez beaucoup que vous ne voulez pas être ministre, du coup il doute, mais en même temps, du coup, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui n'est pas assoiffé de pouvoir. Que pensez-vous de cette... Non, je ne suis pas assoiffé de pouvoir. Non, je ne suis pas assoiffé de pouvoir. S'il m'avait proposé d'être ministre de l'Intérieur et d'abandonner immédiatement la mairie de Dijon, ça aurait été pour moi un cruel dilemme, parce que Dijon, je suis candidat aux élections municipales, voilà, c'est difficile à expliquer aux gens de dire je suis maire de Dijon, ça me plaît, je suis président d'un groupe, ça me plaît. J'ai peut-être pris les devants parce que je sentais que je ne serais pas ministre de l'Intérieur, donc ça m'a évité le dilemme dont je vous parlais. Pour le reste, c'est vrai que je ne cours pas après. En même temps, j'ai l'analyse intéressante que fait... je ne refuse pas pour avoir.
je refuse pas pour avoir. Je dis pas non aujourd'hui le soir en me disant pourvu qu'il nomme demain matin un ministre. Sinon j'aurais dit oui. Donc, à l'époque, quand il vous proposait ce grand ministère. Non, il y a un problème peut-être un jour. Parce que, mais pas que moi, on aura besoin d'un élan, ou peut-être, mais il faut que je sente que c'est dans un collectif que ça se fait. D'accord, et puis comme vous dites, ça vous a soulagé de ce cruel... Oui, alors, je cours pas après. Bon, voilà, les gens disent, ah bon, c'est pas... Enfin, j'entends là, ça cache quelque chose, ça cache rien du tout. Je sais ce que c'est que de voir des ministres, j'en ai vu, j'ai été pendant 7 ans dans les cabinets ministériels, 8 ans. Voilà, ils sont malheureux, j'essaie de... C'est quoi s'ils ne sont pas dans une ambition collective, ils sont assez malheureux, oui. Et puis surtout, un ministre, ça suit la ligne ou ça démissionne. Hein. Je le dis poliment, je ne le dis pas à l'achèvement, mais ça ferme sa gueule ou ça démissionne. D'accord, vous voyez la fonction comme ça. Tout le monde ne la voit pas forcément comme ça, mais vous la voyez comme ça. Ça dépend des postes de ministre, ça dépend des postes de ministre. Ça dépend des postes de ministre. Je préfère... pour l'heure, avoir ma liberté de parole et être candidat à la mairie de Dijon. Ça me passionne, je vous dis. Et puis vous avez mis du temps à la conquérir, cette mairie, il faut rappeler, donc effectivement. C'est sûr, et je n'ai pas été spécialement aidé. Moi, je ne dois rien à personne, vous savez, ça, je crois que c'est ma force personnelle. Moi, je ne dois rien à personne. J'ai créé une section à Dijon, j'ai distribué 20 000 tracts pour faire une première section à Dijon. Il y a 5 personnes qui sont venues. Oui, ville qui était à droite, pas très longtemps. Voilà, donc moi, quand on a fait ça, quand on a des convictions, écoutez, voilà, je ne cours pas après ça. Je veux bien être dans une ambition politique collective. Je l'ai montré en étant numéro 2 du PS. Moi, je pourrais très bien arrêter la politique un jour sans avoir été ministre si l'opportunité politique intéressante ne s'est pas présentée. Alors, il pointe quand même quelque chose, et c'est vrai que ça peut être le sentiment qu'on a en tant que téléspectateur, c'est qu'en refusant comme ça, puis en expliquant que vous avez refusé ce poste que François Hollande vous a proposé, vous l'affaiblissez un petit peu, François Hollande. Est-ce que vous avez cette impression? Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de moi pour ça actuellement? Non. Actuellement, mais là, au lendemain de l'élection, il est à peine élu déjà. J'avais pas fait cette analyse, je l'avoue. Je pense pas l'affaiblir. Je pense que je l'ai tellement aidé. Je pense plutôt l'avoir aidé dans sa vie publique et politique, l'avoir affaibli. Et puis, s'il voulait pas que je l'affaiblisse, il fallait qu'il me propose l'intérieur. Ah bah. Voilà. Bah, si tout le monde est comme vous, comment il fait le pauvre? Si ceux qui ne proposent pas l'affaiblissent. Mais moi, j'ai pris les devants, donc après, je lui ai évité tout souci. Alors, vous dites quand même, c'est intéressant, vous dites, je l'ai beaucoup aidé, donc finalement... on va dire le solde est plutôt positif. Oui, enfin, je ne suis pas dans ma relation amicale avec lui à avoir les deux plateaux de la balance à mesurer. Hein. D'accord, enfin vous me dites, puisque là on fait l'exercice, que vous estimez que c'est plutôt positif. Peut-être donner un exemple pour ceux qui ne sont pas au courant de tout. J'ai fait j'ai fait le job, hein. Je l'ai aidé, mais c'était dans une ambition collective. Pour lui, mais dans une ambition collective. Ça me plaît. À partir de là... je me sens pas redevable, je suis pas inquiet s'il m'appelle pas pendant 3 jours. Je suis pas, pour reprendre des termes de drogue, je suis pas en manque. Hein, voilà, ni en manque d'un poste ministériel, ni en manque de nouvelles. Alors en tout cas, visiblement, vous continuez à lui parler encore aujourd'hui. Et puis... ça m'arrive, oui. Voilà, ça vous arrive. Et puis vous expliquez, enfin vous lui donnez aussi parfois des conseils à lui, à Jean-Marc Ayrault. Alors on en a beaucoup parlé de ces conseils, ça a suscité beaucoup de réactions. Alors on va revoir quelques extraits de ces conseils, de ces interventions, commentés par le spécialiste de la communication, Gilles Masson. François Rebsamen, vous avez été de tous les combats, même les plus difficiles, aux côtés de François Hollande. Est-ce que vous pouvez encore lui parler avec franchise et sans détour? Moi, je le fais. Hein. Je le fais. Je lui dis franchement ce que je ressens. C'est pas toujours agréable à entendre. Par exemple, vous dites François ou Jean-Marc, mettez de l'ordre dans votre gouvernement. Oui, bien sûr. Je dis il faut arrêter le concours Lépine des propositions fiscales. Quel enchaîné d'aujourd'hui indique que vous auriez dit à Jean-Marc Ayrault, il faut faire un exemple, virer un ministre. C'est vrai ou pas? C'était un moment de... Mais vous confirmez ou pas? Un moment, oui, c'était un léger moment... sincérité. C'est un léger moment d'agacement, après, je ne sais plus, des annonces contradictoires. François Rebsamen, c'est un peu l'homme qui murmure à l'oreille de François Hollande. Donc c'est important, c'est un rôle d'influence, c'est un rôle de conseiller. C'est l'ambiguïté justement du personnage aujourd'hui, qu'on ne sait pas s'il parle de lui
ou s'il parle de ce que va faire Hollande, ou de ce qu'il aurait dit à Hollande et que Hollande va peut-être pas faire. Il dit qu'il faut qu'arrêter la cacophonie, etc. Et en même temps, lui-même, eh bien, il lui arrive de contester le président, par exemple, sur la question du cumul des mandats. Je vous montre. Le président de la République, il a pris un engagement également, c'est celui de faire voter une loi limitant le cumul des mandats. Mais je suis parlementaire, sénateur, président d'un groupe, président du groupe le plus important du Sénat, le groupe socialiste. Et je défends la spécificité du Sénat. Car il faut bien voir l'architecture. C'est-à-dire la spécificité? Il y a deux chambres aujourd'hui, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat, et le Sénat représente les collectivités locales. Mais la loi de François Hollande, elle va être présentée, je voudrais rassurer tout le monde, et elle sera sûrement votée. Alors c'est notre rôle de proposer des amendements, c'est ce que je ferai. Alors là, on se dit, bah alors lui qui veut de l'ordre, il prend quand même là, à ce moment-là, le contre-pied d'une déclaration d'un engagement de François Hollande. Alors là, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette posture qu'il adopte? Je pense qu'il veut symboliser la force du pouvoir local, vraiment, la force d'un exécutif local qui a peut-être plus de bon sens que l'exécutif gouvernemental. Et il l'incarne très bien. Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, c'est une figure d'autorité et d'ordre et qui, quelque part, fait un acte de contre-pouvoir extrêmement fort. Il y a aujourd'hui des blocages importants dans notre société. Un délai de prise de décision qui est trop long. Des textes, je le dis en tant que parlementaire, je fais attention à ce que je dis, des textes qui prennent énormément de temps de débat, c'est normal, au Parlement. Et donc il est indispensable de raccourcir ces délais pour plus d'efficacité. Et comment on fait? Eh bien, je pense qu'il vous le dira. Et quand? Et sur quelle ordonnance? Je pense qu'ils ont peut-être, ça peut être un des moyens. Oui. Vous dites gouverner sur ordonnance, hein? Non, je n'ai pas dit gouverner sur ordonnance. Sur ces sujets-là, sur ces dossiers-là. Non, je dis que le président de la République ne s'interdit pas, ne doit pas s'interdire, on va dire les choses comme ça, pour accélérer un certain nombre de dispositifs, de le faire par ordonnance. Qui parle là? Est-ce lui ou le président? Il y a une petite ambiguïté. D'ailleurs, certains ont compris, les journalistes ont repris le fait que François Rebsamen annonçait là le fait que François Hollande allait gouverner par ordonnance. On retombe sur ce paradoxe. Il passe un temps infini, alors que c'est censé être un homme d'influence, et il l'est, à dire, il vous le dira, je vous laisse l'annoncer, je ne peux pas le dire à sa place. Et en fait, la vérité, elle sort un moment. Donc effectivement, tout leader d'opinion ou tout journaliste comprend qu'il va y avoir des ordonnances. Ah, on comprend, oui, parce qu'il dit, il vous le dira, mais après, il dit, c'est pas à moi de le dire. Il dit sans le dire, mais c'est pas lui, c'est pas moi, il l'écoute, il parle. Donc il est en permanence dans cette espèce de gestion paradoxale qui est qu'il est dans l'influence, mais pour des raisons institutionnelles et d'ordre, il ne veut pas le dire à la place d'eux. Mais donc, pour le coup, on ne comprend pas trop pourquoi il s'exprime des fois. Voilà, c'est vrai que cette histoire des ordonnances... C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et alors c'est intéressant mais encore. comme analyse. Moi, je sais pourquoi je dis telle chose à tel moment. C'est pas un hasard. Alors là, par exemple, sur les ordonnances, parce que c'est vrai que vous dites, il vous le dira, mais vous le dites, alors... Je ne fais pas une conférence de presse pour dire, demain matin, le président de la République va vous annoncer qu'il légifère par ordonnance. Je sens que des choses vont pas bien dans ce pays. Je constate que, prenons les problèmes de l'urbanisme, les délais pour commencer à construire sont 2 fois plus longs en France qu'en Allemagne, parce que, si on prend cet exemple, puisqu'on prend souvent l'exemple de l'Allemagne, je sens que c'est bloqué, la machine est bloquée. Donc c'est vous. Donc je sens ça. J'en parle au président de la République, bien évidemment. Et puis après, je lis le Hollande dans le texte, moi. J'ai cette capacité, je dis ça en souriant, à lire le Hollande dans le texte, ou à l'écouter, ou à le comprendre. Et là, vous comprenez dans... Et moi, je l'entends la veille à Dijon, et je l'entends parler de loi d'habilitation. Donc je sais ce que veut dire une loi d'habilitation. Donc je sais qu'il a le même sentiment que moi à cet instant-là, c'est qu'il faut raccourcir les délais, et qu'on peut le faire peut-être par ordonnance. Et donc je le dis. Voilà, parce que je pense que c'est l'intérêt de notre pays. D'accord, donc vous dites, mais c'est de votre propre initiative. C'est parce qu'après, Najat Vallaud-Belkacem l'a dit aussi, hein, il n'est pas exclu. Donc c'est une initiative coordonnée où vous dites, et puis si le président et Jean-Marc Ayrault ne sont pas contents, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas été très contents. Oui, mais moi, la seule remarque que je voudrais faire à la personne qui fait le commentaire, qui est intéressante, c'est que moi, je ne suis pas dans le gouvernement, moi. Oui, oui. Il faut peut-être comprendre ça. C'est qu'il y a un pouvoir législatif et il y a un exécutif, il y a un gouvernement. Quand on est ministre, je le redis, on ferme sa gueule ou on démissionne. D'accord, donc les conseils d'ordre, c'est pour les ministres. Les conseils d'ordre, c'est pour les ministres. Et les ministres, ils doivent être calés derrière le Premier ministre. Et ils ne doivent pas dire le contraire l'un de l'autre, quitte à
paniquer une partie de la société ou à bloquer des agents économiques. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, je le dis. Mais j'ai assez défendu cette position auprès de François Hollande. Il l'a assez repris pendant la campagne pour dire le Parlement légifère librement. Et on l'a prouvé ici. D'accord, oui, là c'est votre position sur le cumul. Voilà. Et moi je suis parlementaire. Là. Si j'étais ministre, je vous assure qu'on ne m'entendrait pas, je fais mon boulot, et puis c'est tout. Mais là je ne suis pas, c'est la seule remarque donc que je il n'y a pas de paradoxe, pas de contradiction entre l'homme de... Pas du tout. Et quand j'ai des choses à dire à Hollande, je lui dis, et puis il en fait ce qu'il en veut. Je lui dis ce que je pense, dans l'intérêt du pays, même si je ne me prends pas quand même pour le phénix de ses bois. Hein, donc je dis ce que je pense dans l'intérêt du pays. Quand ça va mal, je le dis. Et puis si j'ai envie de le dire publiquement, mais je le dis publiquement. C'est ma liberté de parole. Je suis un homme libre qui ne doit rien à personne. D'accord, vous êtes un homme libre, mais alors du coup, vous le dites publiquement, mais vous le dites publiquement pourquoi? Pour aider. Jamais pour faire pression, pour faire passer vos idées, oui, parce que pour essayer de l'obliger. Non, parce que la politique, c'est convaincre. Donc, pour faire avancer les choses, parce que quand je pense que j'ai raison, je le dis. Cela dit, là, il paraît, enfin, vous devez le savoir mieux que nous, mais il paraît que François Hollande n'avait pas tellement apprécié concernant les ordonnances que vous avez pu dire, et Jean-Marc Ayrault non plus. C'est vrai ou c'est faux? Qui c'est qui peut dire ça? Bah, je sais pas, dans la presse, les oui, échos, on lit. Moi, j'ai lu les journaux. L'Élysée, oui, moi aussi, l'Élysée a dit. Mais moi, je ne sais pas qui c'est l'Élysée. Je connais qu'une personne à l'Élysée, c'est le président de la République. Voilà. Moi, il ne m'a rien dit. D'accord, donc l'Élysée, les autres personnes de l'Élysée disent des choses aux journalistes qui ne sont pas forcément ce que pense le président. Oui, je le pense. Ça doit arriver. Ça doit arriver. À Matignon aussi, d'ailleurs. À Matignon aussi. Moi, le président de la République ne m'a rien dit sur ce sujet. Quand il a des choses à me dire sur le cumul, il me les dit en face. On se dit les choses, on se parle franchement. On est grands garçons. Hein, donc, il me dit ta position sur le cumul, elle ne m'arrange pas. Je dis mais c'est parce que je pense sincèrement que pour les institutions, c'est mieux. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a un moment où vous avez quand même demandé l'autorisation avant de vous exprimer. C'était sur une affaire, presque une affaire d'État, la fameuse affaire du tweet de Valérie Trierweiler. Alors là, vous étiez un de ceux qui se sont rapidement exprimés sur l'attitude de la Première Dame. On voit un court extrait. Est-ce qu'elle est sortie de son rôle en tweetant son soutien à Olivier Falerny? Oui, je le pense. C'est un message personnel qui répond à des considérations personnelles. Alors même que il faut que, je crois, elle apprenne la réserve qui doit être la sienne en tant que compagne du président de la République. Mais donc, ça, c'est personnel. Vous êtes d'accord avec Claude Barthelone qui dit ce matin que c'est une faute? Pour moi, c'est un message personnel. Je ne commande pas les messages personnels. Il faut qu'elle apprenne à tenir la place qui est la sienne, c'est-à-dire la réserve. Voilà, et là il y a deux personnes qui s'expriment, hein, vous, Claude Barthelone, Jean-Marc Ayrault aussi après. Là on voit que je n'ai pas demandé l'autorisation au président de la République. Ah bon, c'est ce qu'on a pu lire. Faux. Pas du tout. Pas Faux. du tout. Et alors on a lu aussi qu'après vous avez félicité de cette prise de position. Disons que politiquement, c'était peut-être pas la chose la mieux venue à ce moment-là. Je parle politiquement. Hein. Du tweet ou de votre réaction? Non, pas de ma réaction. Ah, le tweet, oui. Donc il était content de votre réaction? Sûrement, il ne formule pas les choses comme ça, mais disons que les expressions politiques étaient... moi, je fais de la politique, hein, je ne suis pas dans la relation personnelle. Et heureusement qu'il y a, pas que moi, mais il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent, parce que le pouvoir éloigne tellement, si on est entouré que de courtisans qui n'osent plus rien dire, on a connu ça, et ça menace tout pouvoir, quel qu'il soit. Élevons un peu le débat, oublions la gauche et la droite, c'est la nature du pouvoir qui veut ça. On est entouré de courtisans, de gens qui vous flattent, etc. Donc s'il n'y a pas des gens qui disent ce qu'ils pensent vraiment ou leur ressenti, c'est ceux-là finalement les vrais amis, c'est ceux qui disent ce qu'ils pensent. Mais alors on dit souvent aussi qu'au bout d'un moment, les présidents ne supportent plus ceux qui ne sont pas les courtisans et qui ne vont pas dans leur sens. C'est possible ça, c'est possible. On le voit même à une petite échelle, dans une mairie, une grande ville. On voit bien, on s'habitue assez vite à la flatterie. Mais c'est bien d'avoir des gens qui disent ce qu'ils pensent dans l'intérêt général. Oui, bien sûr. Mais alors là, du coup, aujourd'hui, on en est où? C'est accepté encore? Ah oui. Enfin, moi, pour le moment, je dis ce que je pense. Le jour où on ne voudra plus que je dise ce que je pense, on ne me demandera plus mon avis. Et ça ne m'empêchera pas de continuer. Et vous le ferez savoir? Non, parce que je ne suis pas comme ça. Là, je chercherai à blesser et je ne veux pas blesser. Je fais toujours... voilà. Donc vous ne répondrez plus aux questions, en fait, sur ce jour-là? Ce jour-là, je ne répondrai plus aux questions, oui, mais ce n'est pas demain la veille.
D'accord. Connaissant François Hollande, vous qui lisez le Hollande, qui décryptez le Hollande et qui connaissez Hollande, François Hollande, vous pensez que c'est pas de mal à veille, qu'il va résister Ah oui, je crois. Ouais, à cette tentation de n'écouter que les courtisans? Je crois, oui, je crois. Mais le pouvoir absolu, présidentiel, isole absolument. Donc il a besoin de garder des capteurs, il a besoin de garder des gens qui lui disent ce qu'ils pensent. J'en suis sûr. Donc finalement, pour répondre à la question qu'on posait au début, c'est ce rôle quand même auquel vous tenez beaucoup. Sur les 3 rôles que vous avez, les 3 casquettes, cette casquette, vous y tenez beaucoup d'aiguillons. Oui, mais en même temps, si vous voulez, moi je pense que la gauche, alors là je vais faire de la politique un peu, la gauche a tellement intérêt pour la France à réussir que quand les choses vont pas bien, il faut absolument le dire parce qu'il faut corriger le tir, il n'est pas trop tard, il y a tellement de choses à faire. Mais il faut les faire bien, et quand on sent que ça ne va pas, il vaut mieux le dire pour nous permettre de réussir. On va dire et faire savoir. Merci beaucoup, François Rebsamen. On verra combien de temps vous pouvez continuer à vous exprimer sur ces sujets et sur ce que vous dites au président. Je lui enverrai une cassette de l'émission. Voilà.